Alors pour cette 6e réunion publique, que Nadine et moi et le groupe d'appui animons, nous avons choisi de vous parler d'économie de la mer. Alors l'économie de la mer à Névian, à 28 km de la mer, dans une ville de 1300 habitants sur 1400 hectares. Bon d'accord, il y a l'Orbieu, enfin la mer, c'est plutôt la vigne, hein. C'est un peu osé. Mais oui, mais vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais c'est justement la preuve que l'on connaît très mal l'immense potentiel économique et l'immense gisement d'emploi que représente l'économie de la mer. Parce que quand on parle d'économie, que dit-on en France quand on parle des succès de l'économie française? Qu'est-ce qu'on dit dans l'aquarium à Macron, enfin dans la télévision, pardon? On parle d'Airbus, que le monde entier nous envie. On parle d'Ariane, où nous excellons. Pour combien de temps encore, ça on ne sait pas, puisque maintenant il y a des fusées privées et vous pouvez acheter un voyage autour de la Lune pour quelques millions de dollars. Mais bon, on parle de nos vins, qui sont fantastiques, mais on oublie parfois de dire que les conditions économiques en France sont telles que c'est maintenant des investisseurs chinois ou autres qui rachètent des vignobles, qui se les accaparent les meilleurs crus. On parle souvent d'automobile. En ce moment, voilà, à l'ordre du jour, c'est le rachat d'Opel par Peugeot PSA. Vous vous rendez compte, on est même capable de racheter une marque allemande, c'est pas fantastique ça? On oublie de vous dire qu'Opel, c'est une marque dont personne ne veut, qui est sous subvention depuis des années, et qui, pour commencer, n'est pas une marque allemande, mais une marque américaine qui appartient à General Motors. Donc l'automobile serait un de nos fleurons industriels, un poids lourd de notre économie, peut-être même un super lourd. C'est vrai, non? C'est ce qu'on entend souvent. Eh bien non, figurez-vous, pas du tout. L'automobile, c'est 91 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. L'économie de la mer, c'est 270 milliards de chiffre d'affaires. C'est 3 fois plus. C'est 820 000 emplois à l'heure actuelle. Alors, je vais encore une fois profiter d'abord de votre patience, mais du fait que ce programme n'a pas été encore attaqué, pillé, dénaturé par d'autres, pour vous dire de quoi il s'agit. D'abord, au niveau macroéconomique, il faut bien réaliser quelque chose. La France, du fait de la législation internationale sur le plateau continental et les zones d'exclusion de pêche de 200 miles marines, la France, c'est le 2e domaine maritime mondial, juste après les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi, c'est pas que la France, c'est les îles Caraïbes, c'est les îles dans l'océan Indien, c'est l'Océanie. Tout ça, ça nous donne du territoire maritime, et on est donc la 2e puissance maritime mondiale. C'est aussi le produit de notre histoire, de Bougainville, de tous les gens qui ont exploré les mers dans d'autres siècles. Alors, au-delà de cette situation, on peut regarder en détail les différents aspects économiques dans les domaines aussi variés que le transport maritime, l'exploitation spécialisée, la construction navale, les énergies renouvelables, la pêche, la santé, l'alimentation, la médecine et bien sûr le tourisme. Alors, le transport. Bon, vous avez tous vu à un moment donné à la télévision ces immenses porte-conteneurs qui font la navette entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a 5000 qui tournent sur la planète en permanence. 90% du trafic mondial, du commerce mondial, se fait par voie maritime. Bien. Vous savez qu'on transporte des conteneurs, on appelle ça des boîtes dans le jargon du transport. Les boîtes, ça se mesure en EVP. Je vais être un peu technique, mais vous allez voir pourquoi. EVP, ça veut dire l'équivalent 20 pieds, c'est le petit conteneur standard. Les plus gros de ces géants des mers mesurent 400 mètres de long, et la tour Eiffel au-dessus. Ils peuvent transporter 19 400 EVP, 19 400 conteneurs. Et ça représente 200 000 tonnes de marchandises à chaque voyage. Et bien, figurez-vous que le 2e plus gros transporteur mondial, il est français. CGA, CGM, qui est basé à Marseille. Ils ont une flotte de 450 navires. Ils touchent 420 ports sur la surface de la Terre. Et en 2015, ils ont transporté 15,6 millions de conteneurs. Pas de tonnes, de conteneurs. Un conteneur, en gros, on considère en marine, c'est 13-14 tonnes. Chiffre d'affaires de CGA, 16 milliards de dollars. CGA, CGM, c'est 29 000 employés dans le monde, dont 4 500 en France. Et sur ce secteur, quel est l'appui de l'État? Nada, niente, que dalle. Faute d'une véritable politique de la mer, faute d'un véritable ministère de la mer, un ministère pérenne, pas un ministère éphémère, de temps en temps, rattaché au transport, à l'écologie, à que sais-je, rien n'a jamais été fait pour appuyer ce géant maritime et développer notre présence et notre compétition sur ce secteur mondial du trafic maritime. Quand on regarde l'implication de l'État dans la vente de l'Airbus ou du TGV, on peut se poser des questions sur l'absence de politique industrielle ou économique. Moi, je pense qu'au-delà de ça, et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, non seulement il y a du désintérêt, mais il y a parfois même du sabotage.
pur et simple. On va en parler. Alors, je vous disais, il y a le transport maritime, on vient d'en parler, mais il y a aussi un secteur très simple, c'est l'exploitation spécialisée. Qu'est-ce que l'exploitation spécialisée? C'est des bateaux qui sont conçus pour une finalité très précise, généralement scientifique ou de technologie de pointe. Un exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle les navires câbliers. Les navires câbliers, comme leur nom l'indique, c'est des navires qui posent des câbles, pas n'importe quel câble, les câbles Internet par exemple. Savez-vous que le câble qui relie le Japon aux États-Unis, 9000 km, 9000 km de câble, a été posé par un câblier français, a été posé par le René Descartes qui appartient à Orange Marine. Des navires câbliers, en France, nous en avons 8 sous pavillon français. On peut faire cocorico, on est la première flotte mondiale de navires câbliers. Dans un autre domaine d'exploitation spécialisée, vous avez une société française cotée en bourse qui s'appelle Technip. Technip, eux, ils ont des bateaux qui posent des pipelines sous-marines. Technip, pour des raisons fiscales, les bateaux sont domiciliés, sont immatriculés, on dit, aux îles Marshall. Si vous voulez qu'on parle des pavillons de complaisance, on fera un aparté après, mais ce n'est pas le sujet. Technip, c'est une société française d'excellence. C'est une des rares sociétés qui est capable de faire ça. Vous avez encore un autre domaine, la Comex. Alors certains disent que la Comex c'est l'héritage de Cousteau. C'est vrai et c'est faux. C'est faux industriellement, mais c'est vrai dans l'esprit. Mais la Comex, basée à Marseille, c'est une société qui est complètement pionnière dans la plongée profonde. Ils sont capables d'intervenir avec des moyens humains à moins 300 mètres. Voilà par exemple des spécialités. Vous voyez bien que ce sont des spécialités qui... on dit toujours des fleurons, mais non, mais elles emploient des personnes hyper spécialisées, parfois des compétences uniques sur Terre, pour offrir des services à très haute valeur ajoutée. Toutes ces technologies, vous l'aurez compris, elles travaillent pour l'avenir. C'est des domaines qui vont aller à se développant. Et ces navires, il faut bien les construire. On commence à boucler une boucle. Et ça nous amène à la construction navale. Alors la construction navale, vous allez encore être surpris, nous avons 3 domaines d'excellence. Enfin, moi, j'en ai recensé 3 avec mes modestes moyens. D'abord, les chantiers de l'Atlantique, ce qu'on appelle la société à Saint-Nazaire, STX. Alors STX avait construit le Queen Elizabeth II que personne d'autre savait construire. Mais depuis, on a fait mieux. On a construit The Harmony of the Sea, qui est un navire de croisière. Plus grand bateau du monde. Je lis mes chiffres parce que je suis incapable de les retenir. Il est capable d'accueillir 6360 passagers et 2100 membres d'équipage. 8000 personnes sur ce bateau. STX ne fait pas que ça, il ne fait pas que des paquebots, il fait aussi des ferries, il fait des navires militaires, ou même des navires de recherche océanographique. Donc là, on voit bien qu'on a une compétence qui est exceptionnelle dans le domaine maritime. STX emploie 2600 personnes en direct, salariés chez STX. Mais si vous comptez ce qu'on appelle les fournisseurs de rang 1, c'est-à-dire ceux qui sont tout autour dans les zones industrielles de Saint-Nazaire ou à 40 km et qui travaillent quasi exclusivement pour STX, là, on passe à 5200 personnes en plus. Avec les emplois induits, on estime que STX, ça représente 20 000 emplois sur le périmètre de Saint-Nazaire. Et bien ces chantiers-là, STX, accrochez-vous à vos chaises, elles vous appartiennent, d'accord, c'est des viandes, mais accrochez-vous. Ces chantiers-là, on est en train de les vendre. Et vous savez qu'est-ce qui les vend? Macron. Macron. Macron, c'est lui qui, en novembre 2004, a fixé le protocole d'accord de la vente des chantiers STX à Fincantieri, qui est le concurrent italien. Alors, je vais vous lire une citation. Il s'agit de la vente d'un des plus beaux fleurons de l'industrie française aux États-Unis pour un plat de lentilles. Alors, vous ne trouverez pas cette citation dans la Bible en commun, parce que cette citation, elle est du Figaro du 7 janvier 2015. Vous savez, le Figaro, c'est un journal d'extrême gauche qui soutient Mélenchon à fond, qui est très anti-américain. Voilà une citation qui cible le débat. C'est Macron qui a bradé le plus beau chantier naval qu'on ait en Europe. Bien. Alors, au passage, voilà le vrai visage que de nombreux gens de gauche pour qui de nombreux gens de gauche veulent voter parce qu'ils ne croient pas en leur propre force. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ont la capacité d'imposer un changement avec Jean-Luc Mélenchon. Donc ils ont peur de ne pas y arriver, donc ils se réfugient chez Macron. Il est temps qu'ils se réveillent. Il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils ouvrent les yeux, parce que ce que ce gars-là nous prépare, je peux vous dire que ça ne va pas être de la tarte. Mais je ne suis pas là pour être pessimiste. Réveillez-vous les gens, réveillez vos voisins et dites-leur ce qui se passe. Je reviens à la construction navale avec un deuxième volet qui est tout aussi important, c'est la plaisance à voile et à moteur. Mais là encore, on a un chantier d'excellence, c'est le groupe Beneteau. Beneteau, 1 milliard de chiffre d'affaires,
50% en dehors de l'Europe, 200 concessionnaires aux États-Unis. Voilà encore un champion qui pèse lourd dans notre économie, dans notre balance des paiements. Coucou. On va vous donner l'hymne de la France insoumise pour votre téléphone, madame. Alors, Beneteau, eh bien, figurez-vous que si vous allez sur le site de Beneteau, faites-le quand vous rentrez chez vous, Internet, groupe Beneteau, fact. Beneteau, c'est un groupe qui recrute en permanence. En ce moment, ils ont 100 offres d'emploi, alors pour des métiers spécialisés, des menuisiers, des accastilleurs, des stratifieurs, des mouleurs, des métiers dont ils ont besoin. Ils ne vont pas recruter des pâtissiers, ils fabriquent des bateaux. Bien. Ben, pourquoi ils ne trouvent personne? Ben, tout simplement, on en revient au même. Il n'y a aucun gouvernement qui s'est vraiment préoccupé des filières de la mer depuis les années 80. On a eu Louis Le Pinsec, que j'ai eu la chance de connaître personnellement, mais qui était un mec fantastique. Mais il était ministre 3 ans. Eh bien, personne n'a pensé à créer des lycées professionnels spécialisés dans la mer sur la façade atlantique. Voilà notre situation. D'ailleurs, les derniers gouvernements socialistes, notre ami Hollande, je ne connais pas le chiffre, mais enfin des lycées professionnels, il en a plutôt fermé que ouvert. Et je pourrais aussi vous citer, toujours dans la construction de Plaisance, les chantiers Hamel, tout petits chantiers, enfin sur 10 hectares quand même, qui sont installés à La Rochelle, et depuis 50 ans, ils construisent les deuxièmes plus luxueux yachts de croisière à voile du monde, après les chantiers Swan en Finlande. Voilà encore un potentiel dont personne n'entend jamais parler, mais on sait faire, on a les moyens de faire. Alors pour faire rapide, je vais passer directement au troisième volet de la construction navale, c'est les navires militaires. Les navires militaires, eux, c'est la DCNS, c'est basé à Cherbourg. Et c'est un autre fleuron de l'industrie navale française et même mondiale, puisque, alors comme c'est militaire, on a de la chance, Macron n'a pas réussi à le vendre, donc c'est encore à nous ça. Mais heureusement d'ailleurs, parce que la DCNS vient de remporter un marché de 34 milliards d'euros avec l'Australie. 34 milliards d'euros. Vous pouvez aligner des Clio à côté, hein. Il y en a quand même quelques-unes à la chaîne pour faire 34 milliards d'euros. Ces 34 milliards d'euros, ça représente, à eux seuls, hein, parce que ce n'est pas le seul contrat qu'ils ont, entre 3 à 4 000 emplois pendant 50 ans. Encore une fois, ça c'est des estimations de l'OCDE, enfin, c'est des chiffres qui circulent, hein, ce n'est pas nous qui les avons fabriqués pour faire joli. Donc on voit bien qu'il y a là aussi un savoir-faire français en matière de sous-marins nucléaires, par exemple, et de navires militaires en général, à condition que le pouvoir politique assume son indépendance et sa puissance régalienne d'État. Parce qu'on vient de perdre 1 milliard avec le Mistral qu'on a remboursé aux Russes parce que les Américains nous ont demandé de ne pas le livrer. On a perdu 1 milliard, monsieur. Ce bateau n'a pas été vendu. Et la réalité est que quand on a un marché qui est payé d'avance et que les personnes sont formées, après pour trouver un autre client, c'est pas forcément facile. Enfin bon, je vois que l'heure tourne, je vais effleurer le sujet, on va passer de la construction navale à autre chose. On va passer à un sujet qui vous concerne plus directement, puisque c'est les énergies renouvelables en mer. Bon, là vous savez tous qu'à Gruissant, la société Quadrant va installer dans un navire proche un projet de 4 éoliennes de 6 MW chacune, qui vont être à peu près à 15 km des côtes. On va avoir un projet similaire à Le Cap, là c'est la société Engie, alors Engie c'est EDF, GDF Gaz, hein. C'est une nouvelle formule de GDF, enfin bon, c'est un consortium français, on a déjà échappé aux Chinois, qui va construire encore 4 éoliennes de 6 MW, mais si le projet est concluant, l'objectif, il s'agit de projet pilote, c'est d'arriver à des fermes éoliennes. Une ferme éolienne d'environ 60 unités, qui représente 360 MW, c'est-à-dire le tiers d'un réacteur nucléaire. Alors pourquoi est-ce intéressant pour l'économie? Bon, on va partir d'une donnée simple, d'une contrainte mécanique simple. Les pales des éoliennes font entre 60 et 70 mètres de long. Il n'y a pas d'autre solution que de les construire à terre, sur place, pas transporter par la route ou par avion ou par fer ou je ne sais quoi, des pales de 60 mètres de long. Donc ça veut dire que nécessairement, il va falloir créer des ateliers de fabrication, des infrastructures, des techniciens qui les construisent. Il faut ensuite poser les câbles sous-marins, il faut les raccorder, il faut faire fonctionner l'ensemble, il faut l'entretenir. Et on voit que c'est toute une nouvelle économie qui se met en place à partir de rien aujourd'hui. Et tous ces gens, ils vont devoir se loger, ils vont devoir manger, ils vont devoir entretenir leur voiture, aller chez le coiffeur, s'habiller, etc. C'est ça les emplois induits. C'est l'économie qui est périphérique et qui se génère à partir de ça. Alors il y a un livre de référence qui existe en France, malheureusement je crois que j'ai, si tu veux bien vérifier si je l'ai pris, la ligne, je crois qu'il est dans mon sac, sinon j'ai oublié de le prendre, qui est d'une personne qui s'appelle Jean-Marie Viette et qui est journaliste investigateur au groupe Ouest France depuis des années, qui
qui a écrit ce livre qui s'appelle « La mer et l'avenir de la France ». Lui, il estime qu'un emploi direct dans l'économie de la mer génère systématiquement au moins 2 emplois induits. Et là, on voit bien se profiler ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon quand il parle d'une véritable révolution économique avec l'économie de la mer. Alors je vais accélérer encore parce que les énergies renouvelables, en mer en tout cas, c'est aussi les hydroliennes. Alors les hydroliennes, il faut imaginer ça comme ni plus ni moins que des immenses turbines. Alors en Angleterre, ils en ont fait à hélice. Dans d'autres pays, on les a expérimentés à pales, à aube, les 2 systèmes exposent. Mais là où ça devient intéressant, c'est que figurez-vous que la France dispose de 20% du potentiel européen en matière possible d'exploitation hydrolienne. Et vous savez qui le dit? Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est EDF. EDF, c'est quand même avant tout des pro-nucléaires. Alors pour qu'ils nous disent qu'on a 20% du potentiel européen, à mon avis, c'est sûrement sous-estimé. Mais même 20%, ça vous donne l'amplitude de ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Dernière piste pour les énergies renouvelables en mer, la géothermie. Les pompes à chaleur, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des pompes à chaleur chez eux, mais une pompe à chaleur, ça fonctionne à partir d'un échange de calories basses et calories hautes. Dans la mer, on peut faire la même chose. Il suffit de prendre des calories froides en bas et de les échanger avec les calories chaudes qui sont en haut pour avoir une pompe à chaleur. Et on a là, encore une fois, un secteur de développement, des nouvelles technologies, un secteur complètement nouveau qui va créer de l'emploi. On va passer à un autre secteur de l'activité économique, la pêche. Bon, la pêche, je ne vais pas vous en parler, vous avez tous été au bord de la mer, vous savez quel est l'état de la flotte de pêche française, mais il y a peut-être une donnée quand même qui est intéressante. Figurez-vous que depuis 2013, en 2013, pour la première fois depuis que l'humanité existe, on a mangé plus de poissons sur Terre qui venaient de fermes aquacoles que de la pêche. Donc là, il y a un secteur à développer. Et dans ce secteur, il y a une niche qui est très importante, c'est les fermes aquacoles bio. Là, il y a de la valeur ajoutée. Il faut absolument développer ce secteur. Je vais passer encore très rapidement, puisqu'on veut garder du temps pour des questions qui peuvent déborder ces sujets, mais enfin, on essaye de se concentrer sur ces sujets, pour vous parler de la santé, des biotech et d'autres choses. Les médicaments de demain, on commence à les trouver de plus en plus dans la mer. Pourquoi? Parce que la Terre, on l'a explorée scientifiquement depuis longtemps, et même si la botanique n'est pas au bout de ses peines, même si dans certains environnements, on trouve encore des plantes qui ont des propriétés médicinales inconnues, on a déjà des applications commerciales de produits qui viennent de la mer, comme par exemple des antiviraux, comme le Zovirax, qui traite l'herpès ou les infections oculaires. On a déjà inventé un sang artificiel à partir de vers de vase, qui est capable de transporter 100 fois plus d'oxygène à volume égal que le sang humain, et qui va donc être, à court terme, être utilisé dans les transplantations cardiaques, ou en tout cas dans les opérations où on a besoin d'un afflux d'oxygène massif dans l'organisme. Aujourd'hui, on sait faire du plastique avec des algues. Avec les algues, on sait aussi produire des protéines. Mais savez-vous que l'algoculture, c'est-à-dire la culture d'algues, en France, c'est déjà 1000 emplois. Pratiquement uniquement en Bretagne, mais c'est déjà 1000 emplois. Voilà, alors, si je fais faire vite pour conclure, je pense que, si vous voulez, on voit toutes les potentialités ignorées, mais in fine, il y a quand même 2 grandes raisons d'être en colère et 2 grandes raisons des grandes raisons d'espérer. Les grandes raisons d'être en colère, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter sur Internet n'importe quelle photo de n'importe quel endroit de la Lune. La Lune est parfaitement cartographiée, même la face cachée. Et bien pourtant, le budget du CNES, c'est-à-dire notre laboratoire national de recherche scientifique appliquée à l'espace, il est de 10 fois supérieur au budget de l'IFREMER. L'IFREMER qui est notre laboratoire scientifique affecté à la mer. Ces 40 dernières années, je vous l'ai déjà dit, nous avons eu un ministère d'à peu près tout. On a même eu un ministère du temps libre, si vous vous rappelez, pour les anciens. Même un véritable ministère de la mer, 3 ans, en 40 ans. Voilà quand même quelque chose qui pose problème sur la conduite de l'État. Et des grandes raisons d'espérer, parce qu'à travers cet exposé, ce que j'espère, et je n'ai pas abordé l'économie touristique, parce que celle-là, vous la connaissez, les maisons de l'Égypte, les maisons d'étape, les tables d'hôtes, les ports de plaisance, enfin, tout ça, vous le vivez au quotidien, je ne vais pas vous en parler. Mais j'espère vous avoir convaincu qu'à un moment donné, au moment où, dans notre histoire de l'humanité, 50% de la population de la Terre vit à moins de 100 km d'une côte maritime, l'économie de la mer telle que nous la concevons et telle qu'on la détaille dans notre programme, et les 600 000 emplois qu'on crée, ça peut être une réalité.
Ça peut être une réalité si vous votez Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise. Merci.